Quand il a aperçu cette marque sur son épaule, il n'a pas simplement reconnu, il a senti la lame entre ses propres mains. Il y a 700 ans, il avait blessé la femme qu'il aimait le plus pour la sauver. Et il en était mort. Il y a des marques que nous portons dès la naissance. La science parle d'aléas génétiques, de coïncidences biologiques, de caprices de la nature. Mais si certaines marques étaient des souvenirs, et si certains signes sur le corps étaient des promesses que l'âme refuse d'oublier. Quand Antoine Chevalier a vu cette marque sur l'épaule de Juliette Dubois, il n'a pas seulement reconnu le dessin, il a senti dans ses propres mains fantômes le poids de la lame qu'il avait infligée, et pendant une seconde éternelle. 700 ans se sont évanouis comme fumée. C'est l'histoire de la façon dont une tache de naissance a prouvé que certaines âmes refusent simplement d'oublier. Juliette Dubois avait 29 ans quand toute sa vie a tenu dans 2 vieilles valises et un sac à dos enfantin rose. Sa fille, Léa, 5 ans, lui serrait la main fortement en regardant l'immeuble de verre et d'acier devant elle. L'hôtel Chevalier se dressait comme un géant de cristal au cœur de Nice, si différent de l'appartement d'une pièce qu'elle venait de quitter, qu'il semblait appartenir à une autre planète. Nous étions en septembre, mais la chaleur de la Côte d'Azur collait à la peau comme un souvenir physique de tout ce que Juliette avait laissé derrière elle. Lyon était à 500 kilomètres, la dette de l'hôpital, où Léa avait passé 2 mois à lutter contre une grave pneumonie, était à seulement 3 lettres de relance près, et l'emploi de femme de chambre qu'elle avait obtenu par pure chance était à exactement 42 pas en avant. Juliette les a comptés 1 par 1. Elle portait l'uniforme bleu marine qu'on lui avait donné lors de l'entretien éclair d'hier. Le tissu était trop neuf, trop rigide, sentait le plastique et les promesses vides. Mais c'était tous ceux qu'elle avait maintenant. Le tablier blanc était plié parfaitement dans son sac, avec le contrat de travail qui garantissait le SMIC. D'une chambre partagée au sous-sol pour les employés. Et la chance de recommencer, si vous avez déjà dû recommencer à zéro avec une fille dans les bras et le cœur brisé, vous savez que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est continuer à marcher quand chaque pas semble être le dernier que vos jambes peuvent faire. Léa lui a serré la main. « Maman, il est vrai ce bâtiment. » Juliette a ravalé le nœud dans sa gorge. « Il est réel, mon amour, et ça va être notre nouveau départ, mais en poussant la porte tambour de verre. » Juliette n'avait aucune idée qu'elle n'entrait pas seulement dans un hôtel. Elle entrait dans un château, à nouveau, 700 ans plus tard. Le hall de l'hôtel Chevalier était obscène de luxe. Le marbre italien recouvrait chaque centimètre du sol. Poli au point de refléter les lustres en cristal Swarovski qui pendaient du plafond de 9 mètres de haut. Des canapés en cuir blanc parsemaient l'espace comme des nuages coûteux. La climatisation était si parfaite que Juliette a senti la sueur sur son dos sécher instantanément, ne laissant que le souvenir fantôme de la pauvreté qu'elle portait collé à la peau. Elle n'avait pas sa place ici. Chaque centimètre de son corps le criait. Les clients qui traversaient le hall portaient des vêtements qui coûtaient plus que son salaire annuel. Les valises qu'il portait avaient des logos que Juliette n'avait vus que dans des magazines qu'elle feuilletait au supermarché pendant. Que Léa dormait dans le caddie, derrière le comptoir principal. Alain, 3 réceptionnistes au sourire parfait, servaient les clients avec l'efficacité glaciale de ceux qui n'ont jamais eu à choisir entre la nourriture et les médicaments. Juliette a serré Léa plus fortement et a suivi les panneaux indiquant le sous-sol, où les employés entraient, où les gens comme elle restaient invisibles. Le contraste était brutal. L'escalier de service était étroit, mal éclairé, avec des murs de béton apparents qui faisaient résonner chaque pas comme une accusation. Juliette a descendu 3 volets d'escalier en portant les valises. Léa descendant à ses côtés dans un silence trop lourd pour une enfant de 5 ans, au sous-sol. Le couloir sentait le désinfectant industriel et les rêves remis à plus tard. Des portes numérotées s'alignaient de chaque côté. Juliette a trouvé la sienne, numéro 23. Elle a ouvert avec la clé qu'on lui avait donnée. La chambre faisait 8 mètres carrés. 2 lits simples.
un placard minuscule, une fenêtre étroite qui donnait sur le parking souterrain. Tout était propre, tout était fonctionnel, tout était vide de quoi que ce soit qui ressemblât de loin à un foyer. Léa a regardé autour d'elle avec des yeux trop grands. Il y a la télé? Juliette a senti son cœur se briser un peu plus. Non, mon amour, mais on a un lit bien chaud et on est ensemble. C'est ça qui compte. Mensonge. Ce n'était pas suffisant. Ce ne le serait jamais. Mais c'était tout ce qu'elles avaient pendant ce temps. 72 étages plus haut. Antoine Chevalier terminait sa 3e réunion de la journée avant 9 heures du matin. Le penthouse, qui occupait le dernier étage de l'hôtel, était plus qu'une résidence. C'était un territoire. 400 mètres carrés de verre, et d'acier et de pouvoir consolidé. Les murs étaient des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue à 360 degrés sur Nice. L'océan scintillait à l'est comme une promesse liquide. La ville s'étendait dans toutes les autres directions comme un empire conquis. Antoine avait 38 ans et avait construit cet empire de ses propres mains. L'hôtel Chevalier n'était que le joyau de là. À Couronne, il possédait 17 hôtels de luxe dans 11 pays. Sa fortune personnelle dépassait 1 milliard d'euros. Challenge l'avait classé parmi les 50 entrepreneurs les plus influents du monde. Et à ce moment-là, en regardant Nice se réveiller à travers les fenêtres panoramiques, Antoine ne ressentait absolument rien. Il était beau de la manière dont les hommes riches et puissants le sont souvent. Grand, épaules larges, mâchoire anguleuse qui apparaissait sur les couvertures de magazines économiques, cheveux noirs peignés en arrière avec du gel coûteux, yeux sombres qui ne révélaient jamais plus qu'un calcul froid. Il portait un costume Armani comme une armure, et il avait bâti sa fortune en étant impitoyable, concentré et complètement indifférent à tout ce qui n'était pas le profit. Mais ces dernières semaines, quelque chose avait changé. Antoine se réveillait de cauchemars dont il ne se souvenait pas complètement, juste des fragments, du sang, des cris, le poids d'une épée dans ses mains, et une femme criant son nom d'une voix qui traversait les siècles. Il ignorait, parce qu'ignorer était ce qu'Antoine faisait de mieux. Marco, son assistant personnel, entra dans la pièce avec une tablette à la main. « Monsieur Chevalier, la nouvelle vague de femmes de chambre commence aujourd'hui. Protocole standard d'intégration. Madame Béatrice va superviser. » Antoine acquiesça avec indifférence. Parfait. Il ne prêtait jamais attention aux employés de bas niveau. Pourquoi faire? C'étaient des pièces remplaçables dans la machine bien huilée qui maintenait son empire en marche. Il ne connaissait pas leurs noms. Il ne connaissait pas leurs histoires. Il s'en foutait. Jusqu'à cet après-midi. C'était peu après-midi quand c'est arrivé. Antoine descendait du 35e étage, où il avait inspecté la rénovation d'une suite présidentielle. Il était seul dans l'ascenseur. Un téléphone à la main, répondant à des emails pendant que le monde défilait à travers les parois de verre. L'ascenseur s'arrêta au 12e étage. Les portes s'ouvrirent et Juliette Dubois entra. Elle ne le vit pas immédiatement. Elle regardait le chariot de nettoyage qu'elle poussait, vérifiant les fournitures. Ses cheveux noirs pris dans un chignon serré. Son uniforme bleu marine impeccable. Mais lorsqu'elle leva les yeux et le vit là, seul, son costume à 3000 €, une présence qui occupait tout l'ascenseur, elle se figea. « Excusez-moi, monsieur, je peux attendre le prochain. » Sa voix était basse, un léger accent lyonnais dans les intonations, soumise, comme les voix des femmes de chambre devraient l'être. Antoine allait dire que ce n'était rien. Il allait replonger le nez dans son téléphone. Il allait faire ce qu'il faisait toujours, ignorer. Mais alors, elle entra. Et lorsqu'elle passa près de lui, dans l'espace confiné de l'ascenseur, en poussant son chariot, son épaule droite effleura légèrement son bras. Un contact accidentel, qui dura moins d'1 seconde. Et Antoine eut l'impression d'avoir plongé ses doigts dans une prise électrique de 1000 volts.
Un choc traversa son bras, remonta le long de sa colonne vertébrale, explosa à la base de son crâne. Sa vision se brouilla. Pendant une fraction de seconde, impossible à mesurer. Antoine n'était plus dans l'ascenseur. Il était dans un endroit sombre, froid, qui sentait la pierre mouillée et le sang. Il y avait des flammes, des cris, et ses mains tenaient quelque chose de lourd, de mouillé et de chaud, une épée. Il cligna des yeux, revint à lui. Ascenseur, présent, Nice. Septembre. Mais son cœur battait à tout rompre, comme s'il avait couru des kilomètres. Ses mains tremblaient. Juliette s'était retournée, le regardait avec inquiétude. « Monsieur, ça va ?» Antoine la regarda vraiment pour la première fois. Un visage ovale, des traits délicats, une peau couleur de miel, d'énormes yeux marrons qui portaient une fatigue trop vieille pour une vingtaine d'années. Mais il y avait autre chose, quelque chose dans ses yeux qui retourna l'estomac d'Antoine. Il connaissait ses yeux. Impossible, absurde. Mais le sentiment était là, lourd comme une pierre dans sa poitrine. « Je vous connais, je vais bien », mentit-il, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'avait voulu. L'ascenseur continua de descendre. Un silence lourd remplit l'espace entre eux. Juliette gardait les yeux baissés maintenant, ses mains agrippant le chariot avec force. Mais Antoine voyait, dans sa vision périphérique, qu'elle tremblait légèrement, comme si elle avait aussi senti quelque chose. Impossible. Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée. Juliette poussa rapidement le chariot vers l'extérieur, murmurant des excuses qu'Antoine n'entendit pas bien. Il resta là, la regardant s'éloigner dans le couloir de service. Son uniforme bleu marine disparaissant parmi d'autres uniformes identiques, et à ce moment précis, 72 heures disparurent. Non, 700 ans disparurent, parce que le chariot de nettoyage heurta le mur en tournant au coin, et l'impact fit tomber quelques serviettes propres. Juliette se baissa pour les ramasser, et en se baissant, le col de son uniforme glissa légèrement de côté. Antoine vit son épaule droite. Juste pendant 2 secondes, de la peau exposée, et la marque. Une marque de naissance. Couleur lit de vin, de forme irrégulière mais inconfondible. Elle mesurait peut-être 5 cm de long, 2 de large. Elle commençait juste au-dessus de la clavicule, descendant en diagonale sur le haut de l'épaule. Exactement la forme d'une lame d'épée médiévale traversant la chair en angle descendant. Antoine arrêta de respirer. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se refermer. Il ne bougea pas. Il ne le pouvait pas. Il voyait la marque. Mais il voyait aussi autre chose. Un souvenir qui n'était pas le sien. Ne pouvait pas être le sien. Mais il était là, net comme une photographie brûlée sur sa rétine. L'obscurité, les flammes, un château attaqué, des hommes qui criaient, de l'acier qui frappait l'acier, et une femme dans une robe bleue déchirée, les yeux écarquillés de terreur, refusant de fuir. Sa voix, criant « Je ne te quitterai pas, je mourrai avec toi ». Et alors ses propres mains, tenant une épée, abaissant la lame dans un mouvement trop rapide pour qu'elle puisse l'esquiver, la lame mordant son épaule légèrement, juste assez pour rompre la peau, déchirer la robe, du sang fleurissant rouge sur le bleu, la douleur dans ses yeux, la trahison, et sa propre voix, rauque de désespoir. « Pardonne-moi, c'est la seule façon. » Puis, la poussant à travers une ouverture dans le mur, un passage secret, elle criant son nom, il se retournant, 20 hommes entrant par la porte, les épées levées, aucune chance, aucune peur. Juste une certitude glaciale. Elle était en sécurité. C'était tout ce qui importait.
Antoine cligna des yeux, revint à lui, présent, rez-de-chaussée, porte de l'ascenseur fermée. Il était seul, transpirant à grosses gouttes, le cœur essayant de s'échapper de sa poitrine. Qu'est-ce que c'était que ça? Une hallucination. Ce ne pouvait être que ça, du stress, trop de travail, manque de sommeil, n'importe quelle explication rationnelle. Mais au fond de sa gorge, un pouls battait un rythme ancien, comme des tambours de guerre. Et dans la paume de ses mains, il sentait le fantôme d'une poignée d'épée. Impossible. À 3 heures du matin, il céda. Alluma son ordinateur, chercha quelque chose qu'il n'avait jamais cherché auparavant, parce qu'il n'y avait jamais prêté attention. Marque de naissance sur son propre corps. Il en avait une sur le côté gauche de sa poitrine, juste en dessous de son cœur. Elle avait toujours été là. Ses parents disaient qu'il était né avec. Les médecins disaient que c'était un hémangiome capillaire courant, bénin, sans signification. Mais Antoine n'avait jamais vraiment regardé la forme. Il alla dans la salle de bain, enleva sa chemise, se tint devant le miroir, regarda, et la marque était là. Elle avait toujours été, mais pour la première fois, il la vit vraiment. Elle n'était pas aléatoire. Elle avait une forme spécifique. Et à ce moment-là, 72 étages plus bas, Juliette Dubois ferma la porte de sa petite chambre et s'appuya contre le mur, essayant de calmer sa respiration qui s'était accélérée sans raison apparente. Quand elle avait touché le bras de cet homme dans l'ascenseur, pendant une fraction de seconde, elle avait vu quelque chose, pas avec ses yeux, avec quelque chose de plus profond, un château, la nuit, le feu, et une douleur dans son épaule droite, la même épaule où elle portait la marque depuis sa naissance, la marque que les médecins disaient être une simple coïncidence génétique, mais qui avait toujours semblé trop étrange, trop spécifique, exactement comme une lame. Juliette toucha son épaule à travers son uniforme, sentant la forme de la marque à travers le tissu, et pour la première fois de sa vie. Elle se demanda si certaines cicatrices pouvaient traverser les vies. Certaines connexions n'ont pas besoin de présentation. Vous regardez, vous reconnaissez, et vous ne savez pas si vous devriez courir ou tomber à genoux. Si vous avez déjà senti que vous connaissiez quelqu'un dans la première seconde où vous avez croisé son regard, vous connaissez la terreur silencieuse que cela emporte. Parce que la raison crie « impossible ». Mais l'âme murmure « enfin ». Antoine Chevalier ne dormit pas cette nuit-là. Il resta sur le balcon de son penthouse, regardant Nice clignoter de lumière comme des étoiles terrestres, essayant de se convaincre qu'il devenait fou. Une hallucination, un épisode psychotique, n'importe quelle explication rationnelle. Mais à la base de sa gorge, son pouls battait un rythme ancien, comme des tambours de guerre, et dans la paume de ses mains, il sentait le fantôme d'une poignée d'épée, impossible, peut-être 8 centimètres de long, irrégulière, couleur vin sombre. Elle commençait 2 centimètres à gauche du téton et traversait en diagonale descendante, exactement comme une blessure d'épée traversant la chair, allant droit au cœur, une blessure qui aurait tué quelqu'un, instantanément. Antoine toucha la marque, avec des doigts qui tremblaient légèrement. Et pendant une seconde, il sentit une douleur, pas présente, passer. La douleur d'une lame entrant entre les côtes, perforant un poumon, arrêtant le cœur. La douleur de mourir. Il recula, remit sa chemise, retourna dans le salon. Se servit un whisky qu'il ne but pas. Une coïncidence. Ça devait l'être. Mais là, au fond de lui, dans un endroit qu'Antoine avait appris à ignorer ces 20 dernières années en construisant son empire,
Une voix chuchotait une vérité qu'il ne voulait pas entendre. Tu es mort pour elle, une fois, et tu le ferais de nouveau. Pendant ce temps, 72 étages plus bas, Léa dormait en paix pour la première fois depuis des semaines. Et Juliette restait éveillée, regardant le plafond bas de sa petite chambre, touchant la marque sur son épaule à plusieurs reprises. Maman disait toujours que les taches de naissance étaient des baisers d'ange, des endroits où Dieu t'avait touché avant de t'envoyer au monde. Mais cette marque n'avait jamais ressemblé à un baiser. Elle avait toujours ressemblé à une blessure. Et pour la première fois, Juliette se demanda si c'était une cicatrice. De quelle bataille son âme avait survécu. Le lendemain matin, Antoine fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il alla au service des ressources humaines. Marco était confus. « Monsieur Chevalier, vous ne venez jamais au RH. Il s'est passé quelque chose? Je veux les dossiers de tous les employés embauchés cette semaine. Monsieur, vous m'avez entendu. » 1 heure plus tard, il était de retour dans son penthouse, avec une liste de noms. 23 nouvelles recrues, 15 femmes de chambre. Il analysa chaque dossier, chaque photo d'identité jointe, jusqu'à ce qu'il la trouve. Juliette Marie Dubois, 29 ans. Nationalité lyonnaise, résidente légale en France, mère célibataire, fille de 5 ans, pas de casier judiciaire. Excellente référence de son précédent emploi à Lyon. Photo d'identité montrant un visage ovale, des yeux marrons, des cheveux noirs attachés, une expression sérieuse, vulnérable, fatiguée et belle, d'une manière qu'Antoine ne pouvait pas expliquer. Ce n'était pas une beauté conventionnelle. C'était autre chose, une familiarité, comme regarder un visage qu'il avait aimé en rêve toute sa vie. Il ferma le dossier, le repoussa. C'était de la folie, de la pure insanité. Il ne croyait pas à la réincarnation, aux âmes sœurs, au destin, à rien de tout ça. Il croyait au bilan financier, au contrat, au retour sur investissement. Mais cet après-midi-là, alors qu'il devait être en réunion avec des investisseurs japonais, Antoine se surprit à descendre au 12e étage, là où travaillaient les femmes de chambre. Il resta dans le couloir, attendant. Et alors elle apparut, poussant un chariot, un uniforme impeccable, les cheveux attachés. Elle ne l'avait pas encore vue. Elle était concentrée, vérifiant une liste de chambres à nettoyer. Antoine devait partir, retourner au travail, oublier cette insanité. Mais alors, elle tourna au coin, et le vit, et s'arrêta. Pendant 3 secondes éternelles, ils restèrent simplement à se regarder. Un couloir silencieux, le monde ralenti. Et Antoine vit de la reconnaissance dans ses yeux. Pas la surprise de voir le patron, une reconnaissance plus profonde, comme si elle aussi voyait à travers un voile trop fin. « Monsieur Chevalier » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Puis-je vous aider ?»« Oui, non, peut-être. Je veux savoir pourquoi vous ressemblez à quelqu'un que j'ai perdu il y a longtemps. Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. Bien qu'il le sache. « Juliette Dubois. » « Monsieur. » Un léger accent lyonnais, une voix douce. Mais il y avait de la force là. La même force qu'il avait vue dans les yeux de la femme en robe bleue dans sa vision impossible. « Vous vous adaptez bien ? Au travail ? Oui. Monsieur, merci pour cette opportunité. » Cette formalité lui faisait mal, comme une blessure, parce que ce n'était pas censé être comme ça. Ça devait être différent, familier, naturel, comme respirer. De la folie. Antoine acquiesça. Très bien, continuez votre bon travail. Il se tourna pour partir. Monsieur ? Il s'arrêta, regarda en arrière. Juliette se mordait la lèvre inférieure, indécise.
Puis elle parla. Sa voix si basse qu'il l'entendit à peine. Hier, dans l'ascenseur, avez-vous senti quelque chose d'étrange? Le cœur d'Antoine fit un bond, comme un battement manqué. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand je suis passé devant vous, c'était comme... Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Comme si je vous connaissais, de quelque part. Le silence pesa entre eux comme une chose vivante. Une coïncidence, dit Antoine. Mais sa voix était rauque. L'imagination, oui. Monsieur. Bien sûr. Excusez-moi. Elle baissa les yeux, retournant à son chariot. Et c'est à ce moment que le téléphone de Juliette sonna. Elle le décrocha rapidement, s'excusant. Allô? Pause. Son visage pâlit. Quoi? Quand? J'arrive. Elle raccrocha. Ses mains tremblaient. Antoine ne devrait pas demander. Ce n'était pas son problème. Une employée n'était qu'un rouage dans la machine. Mais les mots sortirent malgré tout. Un problème, ma fille. L'école a appelé. Elle ne se sent pas bien. Forte fièvre. Je dois. Juliette regarda autour d'elle, désespérée. Je dois aller la chercher. Mais mon service ne se termine que dans 4 heures. Et si je pars, ils vont me retenir sur mon salaire, et je ne peux pas perdre cet emploi. Des larmes brillèrent dans ses yeux, mais ne tombèrent pas. Elle les retint avec une force qu'Antoine reconnut. La force de ceux qui avaient appris que pleurer était un luxe. « Allez-y !» dit-il. Juliette cligna des yeux. « Monsieur, allez chercher votre fille. Je vais parler à la responsable. Il n'y aura pas de retenue sur salaire. Mais allez-y, maintenant !» Elle le regarda pendant une seconde bien trop longue. Quelque chose passa entre eux. Quelque chose sans nom. Merci. Et alors elle courut. Antoine resta là, dans le couloir vide, sentant l'odeur du désinfectant, se demandant ce qu'il venait de faire. Et pourquoi, quand elle avait couru, il avait ressenti une impulsion violente de courir après elle, de la protéger, de s'assurer qu'elle et l'enfant allaient bien, comme si elles étaient siennes, à protéger, il y a 700 ans, et maintenant, et toujours, et à ce moment, 700 ans disparurent. Le château se transforma en hôtel. La robe bleue devint un uniforme de femme de chambre. Mais la promesse, elle était restée. Certaines âmes refusent simplement d'oublier. Pendant les 3 jours suivants, Antoine fit tout pour éviter Juliette. Il changea l'heure de ses réunions pour ne pas la croiser dans les couloirs. Il utilisa l'ascenseur privé. Il se tint à distance de toute zone où les femmes de chambre travaillaient. Parce que si c'était une coïncidence, ça passerait. Si c'était de l'imagination, ça disparaîtrait. Si c'était de la folie, il réussirait à l'enterrer avec toutes les autres émotions qu'il avait appris à étouffer en construisant son empire. Mais les cauchemars empirèrent. Chaque nuit, la même scène, un château attaqué, des flammes léchant des pierres anciennes, des cris d'hommes mourants, et lui, en armure tachée de sang, tenant une épée trop lourde, regardant une femme en robe bleue déchirée, les cheveux noirs défaits, les yeux grands ouverts de terreur, d'amour et de refus absolu de l'abandonner. Elle criait « Je vais mourir avec toi, je ne te quitterai pas » et ensuite, ses mains amenant la lame, l'horreur dans ses yeux, le sang, le passage secret, la poussant, la porte se refermant, 20 hommes entrant, la première lame transperçant sa poitrine, une douleur, une obscurité, et toujours, elle se réveillait avec une douleur fantôme au côté gauche de sa poitrine,
exactement là où elle portait sa marque de naissance. Une coïncidence. Ce ne pouvait être qu'une coïncidence. Mais le 4e matin, Antoine se réveilla à 5h27 en criant un nom qui n'était pas le sien. Un nom dans une langue qu'il ne parlait pas. Un nom qui sonnait comme Antoine, mais tordu, ancien, prononcé avec un accent que ses oreilles reconnurent comme du castillan du XIVe siècle. Et alors, encore tremblant, il s'entendit murmurer un autre nom. Juliette. Non, Juliette, comme on l'aurait prononcé en 1325. Il devenait fou. Il en était certain maintenant. Une coïncidence peut expliquer une marque de naissance, peut expliquer un cauchemar, peut même expliquer une sensation étrange en touchant quelqu'un. Mais quand vous commencez à vous réveiller en criant des noms dans des langues que vous n'avez pas étudiées, dans des dialectes qui n'existent plus, vous franchissez la ligne entre l'étrange et la folie. Antoine avait besoin de réponses, ou au moins, il avait besoin de se prouver que tout cela était une hallucination. Le produit du stress, du surmenage, une tumeur cérébrale non diagnostiquée. Alors, il fit ce que font les milliardaires quand ils ont besoin de réponses. Il les acheta. Il appela la meilleure neurologue de Nice et prit rendez-vous pour une IRM complète. Il appela le psychiatre qui s'occupait des PDG en crise. Réserva une séance. Il appela un détective privé. Demanda des informations complètes sur Juliette Dubois. Tout, de sa naissance à il y a 3 jours. S'il y avait une connexion rationnelle, il la trouverait. Et quand il prouverait qu'il n'y avait rien de surnaturel, rien de mystique, rien d'âme sœur ou de réincarnation, il redeviendrait celui qu'il avait toujours été, Antoine Chevalier, milliardaire, entrepreneur, un homme qui ne croyait en rien qu'on ne pouvait pas mesurer dans des feuilles de calcul. Mais pendant ce temps, 72 étages plus bas, Juliette se battait aussi. Les rêves avaient commencé la 2e nuit. Ce n'étaient pas des rêves normaux, c'étaient des souvenirs, trop vifs, trop réels. Elle était dans un endroit qu'elle n'avait jamais visité. Un château médiéval, avec des murs de pierre froide et des torches allumées. Elle portait une lourde robe bleue, brodée de fils d'or, des bijoux au cou, les cheveux tressés en coiffures élaborées. Elle était Lady Juliette. Elle le savait, sans savoir comment. Fille d'un duc français, vivant dans un château d'un royaume qui n'existait plus. Et il y avait un homme, le capitaine de la garde. Antoine. Pas Chevalier. Juste Antoine. Un guerrier aux yeux sombres, aux mains calleuses, et une loyauté qu'il cachait derrière une formalité rigide. Elle l'aimait, follement, impossible. Elle était noble. Il était un simple soldat. Mais l'amour ne respectait pas les classes sociales, ni en 1325, ni maintenant. Et puis, l'attaque, la nuit, le feu, des hommes envahissants, Antoine se battant, refusant de fuir, et elle, refusant de le quitter jusqu'à ce qu'il fasse l'impensable. Il la blessa pour la sauver. Il la poussa à travers le passage et resta en arrière et mourut. Juliette se réveillait de ses souvenirs avec une douleur réelle à l'épaule droite, une douleur physique, comme si une lame venait de couper sa peau. Elle touchait la marque et la sentait brûler. Ce n'était pas possible. Les rêves ne causaient pas de douleur physique. Les souvenirs ne pouvaient pas être de vie que vous n'aviez jamais vécue. Mais alors, pourquoi savait-elle, sans aucun doute, que ce château se trouvait dans la région qui est aujourd'hui l'Aragon, en Espagne? Pourquoi pouvait-elle se souvenir de l'odeur de la pierre mouillée et de la fumée des torches? Pourquoi, quand elle fermait les yeux, voyait-elle parfaitement le visage d'Antoine illuminé par les flammes, couvert de sang, la regardant une dernière fois avant que la porte ne se ferme? Juliette n'en parla à personne.
qui la croirait? Une mère célibataire immigrée travaillant comme femme de chambre, disant qu'elle avait des souvenirs d'une vie passée en tant que noble française au XIVe siècle? Ils penseraient qu'elle était folle, ou pire. Ils enverraient une assistante sociale enquêter pour savoir si elle était mentalement apte à s'occuper de Léa. Alors, elle garda tout à l'intérieur et essaya de travailler, et essaya de ne pas penser à Antoine Chevalier, et échoua misérablement. Parce que le jeudi matin, alors qu'elle nettoyait une suite au 22e étage, Juliette trouva un livre d'histoire de l'Espagne médiévale qu'un client avait laissé. La curiosité la poussa à l'ouvrir. Et à la page 143, elle trouva un paragraphe sur l'attaque d'un château en Aragon en 1325. Ses mains tremblèrent en tenant le livre. Selon les archives historiques, les forces ennemies attaquèrent le château de Montfort dans la nuit du 15 mars 1325. La majeure partie de la garnison fut tuée. Mais Lady Juliette de Montfort, fille du duc, survécut grâce au sacrifice d'Antoine de la Vega, capitaine de la garde, qui donna sa vie en défendant un passage secret qui permit sa fuite. Juliette laissa tomber le livre. Il frappa le sol avec un son sourd qui sembla résonner à travers les siècles. C'était réel, c'était arrivé. Antoine de la Vega, Lady Juliette de Montfort, 1325. Comment cela pouvait-il être une coïncidence? Comment? Avez-vous déjà découvert quelque chose qui ne devrait pas être possible? Mais qui est là, en noir et blanc, prouvant que tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité était faux? C'est comme tomber sans sol sous vos pieds, c'est comme respirer sans air, c'est comme mourir en étant vivant. Juliette ramassa le livre avec des mains tremblantes, lut le paragraphe encore, et encore, et encore, et puis elle vit la note de bas de page, une référence à un document historique archivé au musée d'histoire de Nice, qui possédait une collection de documents médiévaux espagnols, des documents originaux du XIVe siècle. Elle devait voir, elle devait savoir, elle avait besoin de plus de preuves, ou elle avait besoin de se prouver qu'elle délirait. Mais le musée, l'entrée coûtait 30 €. Elle gagnait 8,50 € de l'heure. Elle avait des factures à payer. Léa avait besoin de nouvelles chaussures. Elle ne pouvait pas dépenser de l'argent pour quelque chose d'aussi absurde. Mais comment ignorer? Comment faire semblant de n'avoir rien vu? Cet après-midi-là, pendant sa pause déjeuner, Juliette commit un acte de rébellion qu'elle n'avait jamais commis auparavant. Elle utilisa 20 minutes supplémentaires de pause, remonta du sous-sol, traversant le hall luxueux auquel elle n'appartenait pas, et alla à la réception. « Excusez-moi », dit-elle à la réceptionniste au sourire parfait et au tailleur plus cher qu'un mois de son salaire. « L'hôtel Chevalier. Il a été construit sur une ancienne construction, n'est-ce pas ?» La réceptionniste cligna des yeux. Surprise. Oui. L'hôtel a été construit en 2010, mais le terrain contenait les ruines d'une forteresse espagnole du XIXe siècle, qui avait été érigée sur les fondations d'une construction encore plus ancienne. Pourquoi cette question? Y a-t-il des archives historiques? Quelque chose sur la construction d'origine? La réceptionniste plissa les yeux, remarquant enfin l'uniforme de Juliette. « Vous êtes employée ici ?»« Oui, femme de chambre. Juliette déglutit. « J'étais juste curieuse. Il y a un petit musée au sous-sol, à côté de la salle de maintenance. Mais il est réservé aux chercheurs autorisés. Bien sûr. Merci. » Juliette se retourna pour partir. Mais la réceptionniste la rappela. En fait, Madame Béatrice, la chef d'équipe du service de nettoyage, en a la clé. Elle emmène parfois les nouveaux employés visiter les lieux, l'histoire de l'hôtel, ce genre de choses.
Peut-être qu'elle pourrait vous y emmener. Juliette murmura un « merci » et retourna au sous-sol. Son cœur battait la chamade. Il y avait des archives, ici, dans l'hôtel même, sur les anciennes constructions qui occupaient ce terrain. Peut-être contenaient-elles des réponses, ou peut-être prouveraient-elles qu'elle était en train de devenir folle. Une seule façon de le savoir. Que feriez-vous si vous découvriez que vos rêves pourraient être des souvenirs, que cette sensation de déjà-vu pourrait être une reconnaissance réelle, que certaines personnes que vous venez de rencontrer pourraient être des âmes que vous avez aimées pendant des siècles? Enquêteriez-vous ou fuiriez-vous à toute vitesse, cet après-midi-là, à des moments différents, mais connectés par des fils invisibles du destin? Deux détectives privés remettaient deux rapports. Le premier était pour Antoine, un document de 57 pages sur Juliette Dubois, naissance à Lyon. Parents décédés dans un accident de voiture quand elle avait 17 ans, élevée par sa grand-mère. Mariée à 22 ans avec un homme qui l'a abandonnée enceinte. Sa fille est née prématurément. Elle a accumulé 3 emplois pour payer le traitement quand sa fille a développé une grave pneumonie. A perdu son appartement quand elle n'a pas pu payer le loyer. A traversé la frontière légalement, avec un visa de travail. Casier judiciaire vierge. Référence impeccable. Aucune connexion avec la famille Chevalier. Aucune raison d'être à Nice, excepté le désespoir et l'espoir. Antoine lut tout et ne trouva rien. Aucune explication rationnelle à ce qu'il ressentait. Elle était une parfaite étrangère. Il était impossible qu'ils se soient rencontrés avant. Impossible. Et pourtant, en regardant la photo de Juliette jointe au rapport, une photo d'identité avec une expression sérieuse et des yeux fatigués, Antoine ressentit la même chose que dans l'ascenseur. Une reconnaissance, mais comme s'il regardait la moitié de son âme, qui avait été arrachée et perdue, il y a si longtemps, qu'il ne se souvenait même plus de ce que c'était, d'être entier. Il rangea le rapport, mais n'arriva pas à se débarrasser de la photo. Le second détective remit le rapport à Madame Picard, la responsable du service d'étage. Elle avait demandé une vérification de routine sur toutes les nouvelles employées, protocole standard, et le rapport sur Juliette était normal. Une mère célibataire travailleuse, sans problème, approuvée. Mais quand Juliette alla parler à Madame Picard des archives historiques de l'hôtel, elle trouva une femme de 60 ans, d'origine alsacienne, avec un regard perçant et un cœur tendre qu'elle cachait derrière une efficacité rigide. Vous voulez voir les archives historiques? Pourquoi? Juliette hésita. Comment expliquer? J'ai vu quelque chose dans un livre, sur un château qui se trouvait en Alsace, en 1325. Et il y avait des personnes avec des noms qui ressemblaient à... Qui ressemblaient à quoi? Au mien et à celui de Monsieur Chevalier. Silence. Madame Picard l'étudia, puis hocha la tête. Venez avec moi. Elles descendirent 2 étages en dessous du sous-sol du personnel, la zone de maintenance. Puis une porte verrouillée au fond d'un couloir peu éclairé. Madame Picard l'ouvrit avec une clé lourde. À l'intérieur, une petite pièce, des murs couverts d'étagères, des cartons d'archives, d'anciens documents sous protection de verre. Quand ils ont construit cet hôtel, expliqua Madame Picard, ils ont trouvé les fondations de 3 constructions précédentes. La plus ancienne datait du début des années 1300, d'une forteresse alsacienne qui a ensuite été détruite, reconstruite, détruite de nouveau. Ce terrain a vu couler beaucoup de sang, beaucoup d'histoires. Juliette entra. L'air sentait le vieux papier et les secrets enterrés. Madame Picard alluma des lumières faibles, puis pointa du doigt une vitrine dans le coin.
Cela a été trouvé pendant une fouille. 5 mètres sous terre, Juliette s'approcha et arrêta de respirer. À l'intérieur de la vitrine, sur du velours noir, se trouvait un médaillon en argent ancien, noirci par le temps, rond, peut-être 6 cm de diamètre. Et à la surface, gravée en lettres usées mais encore visibles, une inscription en latin archaïque. Juliette ne savait pas le latin, mais il y avait une petite plaque à côté, avec la traduction. Antoine, plus Juliette, MCCEXXV, 1325. Juliette toucha le verre avec des doigts tremblants. Ce médaillon, il est réel, authentifié par 3 laboratoires différents, dit doucement Madame Picard. Il date du début du XIVe siècle. Il a été trouvé dans une chambre qui faisait probablement partie d'une tour de guet, avec des restes d'armure et d'armes. Les archéologues disent que c'était probablement le quartier des gardes. Et quand a-t-elle été ouverte? La boîte. Elle cligna des yeux, revint. Présent. Salle d'archives. Nice. 2025. Mais son cœur était en 1325, et ses mains fantômes tenaient ce médaillon, attaché à une chaîne qu'elle portait cachée sous sa robe bleue. Un cadeau d'Antoine, la seule preuve physique d'un amour qu'il ne pourrait jamais confesser publiquement. Comment cela peut-il être ici? Madame Picard l'observait avec intensité. Vous croyez à la réincarnation? Juliette la regarda. Je ne sais plus à quoi je crois. Ma grand-mère disait, murmura Madame Picard, que certaines âmes font des promesses si fortes, que même la mort ne peut les briser, et que certaines personnes naissent avec des marques, pas seulement sur le corps, sur l'âme. Des marques qui traversent le temps. Juliette toucha son épaule instinctivement. La marque. Ma grand-mère disait que les taches de naissance à des endroits étranges, des formes spécifiques, ne sont pas un hasard. Ce sont des souvenirs que le corps refuse d'oublier. Mais c'est impossible. Impossible est un mot que nous utilisons pour les choses que nous ne comprenons pas encore. Madame Picard ouvrit la vitrine avec une seconde clé, prit le médaillon avec des gants de coton blanc, le tint à la lumière. Vous voulez le tenir? Je peux. Techniquement non, mais il y a des règles. Et il y a des vérités plus grandes que les règles. Madame Picard plaça le médaillon dans la paume de Juliette, et le monde explosa en lumière blanche. Une vision, pas un rêve, une vision, nette, réelle, plus réelle que la pièce autour. Elle était dans une petite pièce, une tour, la nuit, des bougies allumées. Et Antoine était là, pas en costume, en armure de cuir, une épée à la ceinture, les cheveux plus longs, un visage plus jeune, mais des yeux identiques, ces mêmes yeux. Et il plaçait le médaillon sur son cou. Des doigts calleux frôlant sa peau, une voix rauque chuchotant « Tant que je vivrai, tu seras protégé. Et si je meurs, ce médaillon prouvera que je t'ai aimé plus que l'honneur, plus que le devoir, plus que ma propre vie. » Elle pleurait. Ce n'était pas permis, noble et roturière, impossible. Mais l'amour ne demandait pas la permission. Et alors elle promettait, « Je te retrouverai, dans n'importe quelle vie à venir, je te reconnaîtrai, et nous serons ensemble, cette fois pour toujours. » Juliette revint au présent avec un cri coincé dans la gorge. Laissa tomber le médaillon. Madame Picard le rattrapa rapidement avant qu'il ne touche le sol. « Vous avez vu quelque chose ?» Ce n'était pas une question. Juliette tremblait violemment. « J'ai tout vu. Je la voyais. J'étais elle. Et Antoine, il était. » Elle se couvrit la bouche. « Il est ici. Maintenant. Monsieur Chevalier. » Il était le capitaine de la garde. Et j'étais Dame Juliette. Et il est mort pour moi.
et j'ai juré que je le retrouverais. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Elle ne pouvait pas s'arrêter. 700 ans de douleur, comprimés dans un corps présent. Un deuil qu'elle avait porté à travers des vies, sans savoir pourquoi. Juliette replaça le médaillon dans la vitrine. Elle la referma avec soin. Puis, elle prit les épaules de Léa. Certaines choses ne peuvent pas être prouvées, seulement ressenties. Tu sens que c'est la vérité, n'est-ce pas? Je le sens. Dieu m'aide, je le sens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Juliette essuya ses larmes avec des mains tremblantes. Il est milliardaire. Je suis femme de chambre. Il connaît à peine mon nom. Comment pourrais-je aller le voir et lui dire que nous avons été amants il y a 700 ans? Peut-être que tu n'as rien à dire. Peut-être qu'il ressent déjà la même chose. Non, il m'évite. Il a changé tous ses horaires. Il ne m'a plus cherché après ce jour-là. Il doit penser que je suis folle. Ou, suggéra doucement Léa, il a aussi peur de la vérité que toi. Et à ce moment précis, 2 étages plus haut, Antoine Chevalier sortait d'une réunion avec un neurologue. Examens complètement normaux. Aucune tumeur, aucune anomalie. Un cerveau parfaitement sain. Psychiatre, rendez-vous prévu pour la semaine suivante. Mais Antoine savait déjà ce qu'il dirait. Stress, surcharge de travail, prescription d'antidépresseurs, suggestion de vacances. Aucun d'eux ne croirait s'il racontait la vérité. Qu'il se réveille toutes les nuits en mourant, qu'il ressent la douleur fantôme d'une épée traversant sa poitrine, qu'il connaît une femme qu'il n'a jamais rencontrée auparavant, mais qu'il reconnaît au niveau cellulaire. Personne ne le croirait. Alors, quand Marc apporta une tablette montrant une notification du système de sécurité de l'hôtel, Antoine l'ignora presque, mais il vit le nom, Juliette Dubois, accès à la salle d'archives historiques, accompagnée de Léa Hernandez, 22 minutes. Pourquoi une femme de chambre consultait-elle les archives historiques? Curieux, Antoine alla vérifier les journaux d'accès et découvrit que cette salle était rarement utilisée. La dernière fois, c'était il y a 6 mois. Un chercheur universitaire étudiant l'architecture médiévale. Avant ça, 3 ans. Pourquoi Juliette était-elle allée là-bas? Antoine devrait laisser tomber. Ce n'était pas important. Mais au lieu de ça, il se surprit à descendre au sous-sol, au couloir de maintenance, à la porte verrouillée. Il n'avait pas la clé, mais il était le propriétaire de l'hôtel Chevalier. Il appela la sécurité, ordonna qu'ils ouvrent. 3 minutes plus tard, il était à l'intérieur, une petite salle, des documents anciens, des murs d'histoire comprimés, une odeur de temps arrêté. Et puis, il vit la vitrine dans le coin. Il s'approcha comme un homme marchant vers sa propre exécution et regarda à l'intérieur un médaillon d'argent, inscrit avec 2 noms qui firent cesser de tourner son monde. Antoine plus Juliette, MCCCCXXV. Il lut la plaque explicative, trouvée lors d'une fouille, datée du début du XIVe siècle, découvert dans une caserne de garde, avec l'armure et les armes d'un capitaine de la garde, mort en défendant le château. Antoine toucha le verre, ses doigts rencontrant l'argent froid à travers la barrière transparente. Et alors, il vit, pas graduellement, instantané, complet, total. Il était dans une chambre, une tour, plaçant le médaillon au cou de Juliette. Ses cheveux lâchés, une cascade de soie noire, une robe bleue, des yeux bruns brillant à la lumière des bougies. Et lui, promettant de la protéger, toujours, tant que le sang coulerait dans ses veines. Et elle, promettant de le retrouver, dans chaque vie, sous n'importe quelle forme.
Et après, des semaines de bonheur volé, des rencontres secrètes, des contacts cachés, un amour qu'il ne pouvait avouer, jusqu'à la nuit de l'attaque, quand tout ce qu'il avait promis fut testé, et il choisit sa vie plutôt que la sienne, comme il le ferait toujours, à n'importe quelle époque, dans n'importe quelle vie. Antoine ouvrit les yeux. Le présent, Nice, 2025. Mais la vérité était là, solide comme l'argent dans la vitrine. Il était mort pour elle, il y a 700 ans, et d'une manière ou d'une autre. Impossible, mais indéniable. Ils étaient tous les deux revenus, et elle était ici. Maintenant, 72 étages plus bas, vivant dans une chambre de 8 mètres carrés, travaillant pour le salaire minimum, portant la marque qu'il avait faite, seul, vulnérable, et il avait gaspillé 5 jours à l'éviter parce qu'il avait peur de la vérité. Antoine sortit de la salle, prit l'ascenseur, le cœur battant, l'esprit courant. Pour la première fois en 20 ans, il ne savait pas quoi faire, comment s'approcher, que dire, comment expliquer l'inexplicable. Mais peut-être qu'il n'avait pas besoin d'expliquer. Peut-être qu'elle le savait déjà. Après tout, elle était allée aux archives aussi. Elle avait vu le médaillon. Elle avait ressenti la même chose. Et si elle ressentait, ils étaient liés, à travers les siècles, à travers la mort, à travers une promesse qu'aucun d'eux ne se souvenait consciemment d'avoir faite, mais que leurs âmes avaient gardée avec le soin d'une relique sacrée. Antoine devait la voir. Il devait lui parler. Il devait savoir s'il devenait fou tout seul, ou si elle plongeait aussi dans une folie partagée, qui était la seule chose qui avait du sens dans un monde qui avait basculé. Mais quand il arriva au 12e étage, où travaillaient les femmes de chambre, Juliette n'était pas là. Il demanda à une autre employée: « Où est Dubois ? Elle est partie plus tôt. Sa fille est toujours malade. » Antoine ferma les yeux. Bien sûr, Léa, l'enfant. Qui était plus importante que n'importe quel mystère de 700 ans. Comme cela devrait toujours être. Il retourna à son penthouse. Et pour la première fois depuis qu'il avait acheté cet hôtel il y a 10 ans, il trouva l'espace trop grand, trop vide, trop froid. Il resta sur le balcon, regardant Nice clignoter ses lumières, et il se demanda si les âmes pouvaient vraiment se retrouver à travers les vies, si les promesses pouvaient vraiment survivre à la mort, si l'amour pouvait vraiment être assez fort pour faire traverser 7 siècles à 2 personnes, changer de forme, renaître, juste pour avoir une chance de plus, une chance de réparer ce qui avait mal tourné, une chance d'être ensemble, cette fois, pour toujours. Et à ce moment précis, 72 étages plus bas, Juliette serrait Léa endormie contre elle. La fièvre avait baissé. Le médicament avait fonctionné. L'enfant allait bien. Mais Juliette ne pouvait pas dormir. Elle restait à regarder le plafond, touchant la marque sur son épaule, pensant au médaillon, aux visions, à l'impossibilité qui s'obstinait à être vraie, et se demandant si Antoine Chevalier ressentait la même chose, s'il était aussi éveillé, s'il avait aussi vu le médaillon, s'il portait aussi le poids de 700 ans sans savoir pourquoi, et ce qui se passerait quand ils se rencontreraient de nouveau. Parce qu'ils allaient se rencontrer, c'était inévitable. Certaines âmes ne peuvent tout simplement pas rester séparées, peu importe leurs efforts, peu importe le nombre de vies qu'elles doivent traverser. À la fin, elles se retrouvent toujours, comme si la réalité elle-même conspirait pour les unir. 3 jours passèrent dans un silence chargé. Antoine savait où était Juliette,
Il pouvait la suivre à travers le système d'identification des employés. Il pouvait apparaître au 12e étage à tout moment. Mais il ne le faisait pas. Parce que quand ils se rencontreraient enfin, quand ils parleraient enfin, rien ne serait plus pareil. Il n'y aurait aucun retour en arrière. Il n'y aurait aucun moyen de prétendre que tout cela était normal. Et Antoine Chevalier avait passé sa vie entière à contrôler les récits, à contrôler les résultats. Mais ça dépassait tout contrôle. Juliette travaillait en pilote automatique. Elle nettoyait les chambres, changeait les draps, passait l'aspirateur et faisait semblant de ne pas attendre, à chaque coin de couloir, de le rencontrer. Faisait semblant que son cœur ne bondissait pas à chaque ouverture d'ascenseur. Faisait semblant qu'elle n'avait pas passé 700 ans à le chercher. Parce que c'était le cas, même sans le savoir. Chaque relation qui avait échoué, chaque homme qu'elle avait regardé sans ressentir la plénitude, chaque fois qu'elle s'était demandé pourquoi personne ne semblait être le bon, parce qu'aucun d'eux n'était lui. Et son âme le savait, même quand son esprit avait oublié. Certaines personnes vont s'arrêter ici, vont fermer la vidéo, parce que ce qui suit défie tout ce que la science enseigne, tout ce que la religion prêche, tout ce que la réalité devrait permettre. Mais si vous avez déjà eu l'impression de connaître quelqu'un sans l'avoir jamais rencontré, si vous avez déjà eu une certitude inexplicable sur quelque chose d'impossible, si vous avez déjà aimé quelqu'un d'une manière qui transcendait la raison, alors vous comprendrez. Vous saurez qu'il y a des choses entre le ciel et la terre, que ni la philosophie ni la science ne peuvent expliquer. Seul le cœur reconnaît, et l'âme se souvient. Le mercredi après-midi, 10 jours après que Juliette soit entrée dans cet hôtel pour la première fois, le destin a finalement cessé d'attendre. L'hôtel Chevalier accueillait un événement caritatif. Un gala pour récolter des fonds pour un hôpital pour enfants. La salle de bal du 12e étage transformée en un paradis de cristal et de lumière. 500 invités en tenue de soirée. De la musique en direct. Du champagne à flot. Et tous les employés de l'hôtel mobilisés pour s'assurer que tout se déroule parfaitement, y compris les femmes de chambre, qui avait reçu pour instruction de porter des uniformes impeccables et d'aider à servir pendant l'événement. Juliette ne voulait pas y aller. Elle a essayé d'échanger son service, inventé des excuses. Mais Madame Béatrice l'a regardée avec ses yeux qui voyaient trop de choses et a dit doucement « Vous ne pouvez pas fuir pour toujours, ni lui. Parfois, le destin a besoin d'un coup de pouce. » Alors, la voilà. Uniforme bleu marine repassé à la perfection. Cheveux attachés en un chignon élégant. Tablier blanc IMA sulé. Portant un plateau de coupe de champagne parmi des personnes portant des bijoux qui coûtaient plus que tout ce qu'elle possédait combiné. Et essayant de ne pas le chercher du regard. Antoine était au centre de la salle. Smoking noir Armani, cheveux parfaitement coiffés, conversant avec des donateurs millionnaires. Un sourire politique figé sur son visage. Mais son esprit était ailleurs. Une autre époque, une autre vie. Il devait lui parler, il le savait. Mais que dire? Comment entamer une conversation qui défiait la raison? « Salut, Juliette. C'est drôle que tu en parles, mais je crois qu'on est morts ensemble il y a 700 ans. Tu veux prendre un café ?» De la folie. Mais alors, Marc est apparu à ses côtés, murmurant « Monsieur, nous avons besoin d'une photo de vous avec le représentant de l'hôpital pour la promotion. Près de la scène. » Antoine a acquiescé, a commencé à traverser la salle. Et c'est là qu'il l'a vue. Juliette était à 5 mètres de distance, dos à lui, servant du champagne à un groupe de femmes en robe chère, posture parfaite, professionnelle,
invisible comme les employés étaient formés à l'être. Mais pour Antoine, elle était la seule personne visible dans toute la salle. Il s'est approché sans réfléchir, comme un aimant attiré par un pôle opposé, comme une lune attirée par la marée, comme une âme reconnaissant son autre moitié à travers une foule d'étrangers. Juliette. Elle s'est figée. Le plateau a tremblé légèrement dans ses mains, s'est retourné lentement. Et quand leurs yeux se sont rencontrés, le reste de la salle a disparu. La musique s'est évanouie. Les conversations se sont transformées en un bruit blanc distant. Il n'y avait qu'eux et 700 ans de distance qui, soudain, ne semblaient plus rien. « Monsieur Chevalier », dit-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait souhaité. « Puis-je vous aider ?» La formalité était un mensonge. Ils le savaient tous les deux, mais c'était plus sûr que la vérité. Antoine ouvrit la bouche, la referma. Il n'y avait pas de mots. Comment condenser des siècles en une phrase? Comment expliquer une reconnaissance qui transcendait la logique? Nous devons parler. Monsieur, je travaille, je sais, après, s'il te plaît. Juliette se mordit la lèvre, regarda autour d'elle. D'autres employés observaient, des invités remarquaient. Le patron parlait avec une femme de chambre. Ce n'était pas approprié, ce n'était pas permis. Mais alors, Béatrice est apparue de nulle part, a pris le plateau des mains de Juliette doucement. « Je m'en occupe, allez-y. Vous avez 15 minutes de pause, de toute façon. » Juliette la regarda. Béatrice acquiesça. Un coup de pouce. Antoine guida Juliette à travers une porte latérale, un couloir de service, loin de la foule, loin des regards curieux, jusqu'à une petite terrasse privée que peu connaissaient. 12e étage. Vue sur Nice, illuminée. L'air de la nuit tiède contre la peau. Ils restèrent là, à quelques mètres l'un de l'autre. Mais cela aurait pu être des kilomètres ou des siècles. Même résultat. « Tu as vu le médaillon ?» dit Antoine. Ce n'était pas une question. « Oui. Et je ne sais pas quoi penser. » Juliette se serra contre elle-même. Ça ne devrait pas être possible. Mais il est là, nos noms, la date, tout. J'ai eu les mêmes cauchemars que toi. Comment sais-tu que j'ai eu des cauchemars? Parce que moi aussi. Je me suis réveillé en criant, parce que je ressens une douleur ici. Il toucha sa poitrine. Là où je ne devrais rien sentir, parce que chaque fois que je ferme les yeux, je vois d'un château en flammes, et une femme en robe bleue, et 20 hommes avec des épées. Juliette tremblait maintenant. Et je te vois, Antoine, pas chevalier, juste Antoine, capitaine de la garde. Et tu me blesses, pour me sauver, et ensuite tu meurs, et je n'arrive pas à te rejoindre. Et j'ai porté ce deuil toute ma vie sans savoir d'où il venait. Des larmes coulaient sur son visage. Antoine fit un pas en avant. Un instinct plus fort que la raison. « Je peux ?» demanda-t-il, la main tendue. Elle comprit sans avoir à demander quoi. Acquiesça. Antoine toucha son épaule droite. Par-dessus l'uniforme, sentit la marque à travers le tissu, et Juliette haleta, parce qu'elle le sentit aussi. Un choc, une connexion, une mémoire. « Je peux voir », murmura-t-il. Juliette hésita, puis, avec des mains tremblantes, tira le col de son uniforme de côté, exposant son épaule, et la marque. Antoine la regarda vraiment, la forme d'une lame. Exact, précis. Impossible que ce soit une coïncidence. « C'est moi qui ai fait ça », dit-il, sa voix se brisant. « Il y a 700 ans, pour te pousser à travers le passage, parce que tu refusais de me quitter, et c'était la seule façon de te sauver. »« Je sais, » murmura Juliette. « Je me souviens,
Tu te souviens? Quand j'ai touché le médaillon, j'ai tout vu. La tour, la nuit, toi qui me donnais le médaillon, promettant de me protéger. Et ensuite l'attaque, et toi qui me blessais, et me poussais, et la porte qui se fermait, et moi qui criais ton nom, et toi qui mourais. Elle sanglotait maintenant. Des années de douleur qui n'avaient pas d'explication, trouvant enfin un sens. Antoine ne réfléchit pas. Il la serra simplement dans ses bras. Et Juliette fondit contre lui, comme si son corps se souvenait de l'ajustement, comme si ses muscles avaient la mémoire d'avoir été tenus exactement ainsi. 700 ans auparavant, et dans toutes les vies entre alors et maintenant, même s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. « Je suis désolé », murmura Antoine contre ses cheveux, « de t'avoir blessé, d'être mort, de t'avoir laissé seul. Tu m'as sauvé et je t'ai retrouvé. Comme promis, ils restèrent ainsi, immobiles, ne sachant combien de temps avait passé. Des secondes, des minutes, peut-être des heures. Le temps n'avait plus d'importance pour des âmes qui avaient traversé les siècles. Mais alors, Juliette recula, essuya ses larmes et le regarda. C'est de la folie. Tu sais que c'est de la folie, n'est-ce pas? Complètement. La réincarnation n'existe pas. Les âmes sœurs n'existent pas. Les souvenirs de vie passée n'existent pas. Et pourtant, nous voici. Silence. Pesant. Chargé de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Juliette. Antoine ne savait pas. Pour la première fois de sa vie d'adulte. Il n'avait pas de réponse, pas de plan, pas de stratégie. Mais alors, il se souvint, il y avait autre chose. Léa avait mentionné des archives complètes, des documents historiques. Il avait besoin d'en savoir plus, besoin de plus de preuves, ou besoin de prouver que tout cela n'était qu'un délire partagé. « Viens avec moi, dit-il. »« Où ça ?»« Il y a quelque chose que je dois te montrer. »« Antoine, je dois retourner au travail. 10 minutes, s'il te plaît. » Juliette le regarda, et vit de la détermination et de la peur, et un besoin si profond qu'il reflétait le sien. Elle acquiesça. Ils prirent l'ascenseur privé d'Antoine, descendirent au sous-sol, au-delà du niveau des employés, jusqu'à un dépôt que peu connaissaient. Antoine utilisa un code maître, ouvrit une porte massive. À l'intérieur, une salle plus grande que les archives historiques, des murs recouverts de documents protégés, des artefacts de fouilles dans des vitrines, l'histoire condensée dans un espace clos. Quand nous avons acheté ce terrain en 2008, expliqua Antoine en allumant les lumières, des archéologues ont trouvé 3 couches de construction. La plus profonde datait de 1300, une forteresse espagnole. La plus grande partie a été détruite, mais quelques artefacts ont été préservés. J'ai tout gardé ici. Je n'ai jamais su pourquoi, jusqu'à maintenant. Il guida Juliette vers une grande vitrine au fond. À l'intérieur, sur du velours sombre, se trouvait une armure, un plastron en acier, des manches de métal, des gravures usées mais encore visibles, et au centre du plastron, un trou, là où une lame l'avait transpercé. « Cette armure, » dit Antoine d'une voix rauque, a appartenu au capitaine de la garde qui est mort en défendant le château. Les registres disent qu'il a combattu seul contre 20 hommes. Il en a tué 13 avant de tomber. Aucun des assaillants n'a survécu pour atteindre le passage secret où Lady Isabelle s'était enfuie. Juliette toucha la vitre, regardant l'armure tachée de sang oxydé. 700 ans d'âge, mais encore visible. Il y a plus, continua Antoine.
Il se déplaça vers une vitrine plus petite à côté. Des peintures, des reproductions de portraits médiévaux trouvés dans des ruines, et sur la première peinture, Juliette cessa de respirer. C'était le portrait d'un homme, en armure de capitaine, une épée à ses côtés, des cheveux noirs, des yeux sombres, une mâchoire anguleuse, un visage qui était indubitablement, impossiblement, identique à Antoine Chevalier, Antoine de la Roche, disait une plaque en dessous, capitaine de la garde royale, 1325. Antoine regardait aussi, et pour la première fois, il se voyait, non pas au présent, mais au passé. Une version de lui qui avait existé 700 ans auparavant, mais c'était lui, indéniablement. Et sur la deuxième peinture, Juliette se vit elle-même, une femme vêtue d'une robe bleue, des cheveux noirs tressés de manière élaborée, des bijoux au cou, d'immenses yeux bruns, un visage ovale, des traits délicats. Mais plus que cela, c'était elle. Chaque courbe, chaque détail, comme si un artiste avait peint Juliette Dubois en habits médiévaux, et sur son épaule droite, visible au-dessus de la ligne de la robe, une marque petite mais indubitable, une cicatrice en forme de lame, Lady Isabelle de Montaigne, disait une plaque, fille du duc Henri de Montaigne, 1325. Ce n'est pas possible, murmura Juliette. Ce n'est pas possible que deux étrangers en 2023 soient identiques à deux personnes qui ont vécu en 1325. Les chances sont impossibles, infinitésimales. Non, à moins que ce ne soient pas des étrangers, interrompit Antoine. À moins que ce ne soient les mêmes âmes, les mêmes esprits, simplement des corps différents, des vies différentes, mais une essence identique. Juliette se tourna vers lui, les larmes coulant sur son visage. « Tu crois vraiment à ça ? Un milliardaire rationnel qui a bâti un empire sur la logique, les chiffres et les contrats. Crois vraiment que les âmes peuvent se réincarner ?» Antoine regarda les portraits, puis Juliette, et pour la première fois depuis 20 ans. Antoine Chevalier cessa d'essayer de contrôler le récit, cessa de chercher une explication rationnelle, et accepta simplement la vérité que son âme connaissait déjà. Je crois en toi, et je crois en ce que je ressens quand je suis près de toi. Et je crois qu'il y a des choses que la science ne peut pas expliquer, mais que le cœur sait être vrai. Alors oui, je crois. Juliette se couvrit le visage de ses mains, son corps secoué par des sanglots qui avaient attendu 700 ans pour sortir. Antoine la serra dans ses bras, et cette fois, il la serra fort, comme il avait voulu la serrer quand il mourait sur le sol de ce château, comme il avait souhaité la retenir une dernière fois avant que tout ne s'éteigne. « Je t'ai cherché », murmura Juliette contre sa poitrine, « dans chaque relation, dans chaque homme. Et personne n'a jamais été toi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais maintenant je comprends, parce que ce n'était pas toi. Et l'âme ne se laisse pas tromper, moi aussi. » Confessa Antoine, la voix brisée. « J'ai construit un empire. J'ai tout eu. L'argent, le pouvoir, le succès. Mais j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Et maintenant, je sais ce que c'était. C'était toi. Ça a toujours été toi. » Ils restèrent ainsi, enlacés, entre des vitrines remplies de preuves de vie qu'ils avaient vécues, de morts qu'ils avaient subies, de promesses qu'ils avaient faites. « Combien de temps ?» demanda Juliette. « Combien de temps avons-nous cherché ?» 700 ans. Peut-être plus. Peut-être que ce n'est pas la première fois que nous nous réincarnons. Peut-être que nous faisons cela depuis des millénaires. Naître, vivre, mourir, renaître, chercher, attendre, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant.
Antoine recula, prit son visage entre ses mains, la regarda dans les yeux bruns qu'il connaissait depuis des siècles et demanda quelque chose qu'il avait voulu demander depuis 1325. « Tu me pardonnes de t'avoir blessé, d'avoir choisi ta vie à la mienne ?» Juliette sourit à travers ses larmes. « Il n'y a rien à pardonner. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné la vie que tu n'as pas eue. Et j'ai survécu. Et je t'ai cherché. Et je t'ai retrouvé. Comme promis. Et cette fois, nous restons ensemble. Peu importe quoi. Peu importe qui essaie de nous séparer. Peu importe que tu sois milliardaire et que je sois femme de chambre. Peu importe que le monde dise que c'est impossible. Parce que c'était déjà impossible avant. Et nous nous sommes aimés malgré tout. » Antoine embrassa son front, doucement, révérencieusement, comme on embrasse une relique sacrée, parce qu'elle l'était. Elle était un miracle, la preuve vivante que l'amour pouvait transcender la mort, que les promesses pouvaient survivre au siècle, que les âmes pouvaient vraiment retrouver leur chemin l'une vers l'autre à travers le temps. Mais alors, la réalité frappa à la porte, littéralement. Quelqu'un frappant à la porte du dépôt, la voix de Marco. « Monsieur Chevalier, l'événement se termine. On a besoin de vous pour le discours de clôture. » Antoine ferma les yeux. Mince, il avait complètement oublié. Une obligation, une responsabilité, la vie qu'elle avait construite. Mais quand elle rouvrit les yeux, Juliette souriait. Légèrement, tristement, mais sincèrement. « Va-t'en, tu dois partir. Je ne suis qu'une femme de chambre. Tu es le propriétaire. Les règles sont différentes pour nous. » Non. Antoine serra sa main forcément. « Plus jamais. Je ne te quitterai plus. Pas dans cette vie. Antoine, sois réaliste. Regarde-moi. Regarde-toi. Je nettoie des chambres. Tu possèdes 17 hôtels. Je vis dans une chambre de 8 mètres carrés. Tu vis dans un penthouse de 400. Le monde ne l'acceptera jamais. Que le monde aille se faire foutre. J'ai passé 700 ans sans toi. Je ne passerai pas un jour de plus. » Il était sérieux. Juliette le voyait dans ses yeux. Une détermination absolue. Celle qui avait bâti un empire. Celle qui avait affronté 20 hommes seuls et en avait tué 13 avant de tomber. Mais on frappa à la porte avec plus d'insistance. « Monsieur, tout le monde vous attend. » Antoine jura à voix basse. Il regarda Juliette. « Une dernière fois. Après? On parle après? Tu promets de ne pas disparaître. »« Je le promets. » Il lui embrassa la main. Rapidement, intensément. Et puis, il se força à partir. La porte se referma derrière lui. Et Juliette resta seule parmi les artefacts d'une vie passée. Elle regarda les portraits une fois de plus. Antoine Chevalier et Dame Juliette de Montfort, séparés par la mort, réunis par le destin. 700 ans plus tard, elle toucha son épaule droite. Elle sentit la marque à travers son uniforme. Et pour la première fois depuis qu'elle était née avec cette étrange marque, Juliette comprit pourquoi. Ce n'était pas un défaut. Ce n'était pas un hasard. C'était un souvenir. C'était une promesse. C'était la preuve que l'amour pouvait être littéralement gravé dans la chair et survivre à travers les siècles. Si vous n'avez pas ressenti de frisson jusqu'à présent, si vous n'avez pas eu besoin de faire une pause pour assimiler l'impossibilité de tout cela, alors peut-être n'avez-vous jamais aimé quelqu'un d'une manière qui transcende la raison. Mais si vous l'avez ressenti, si vous reconnaissez cette douleur impossible à expliquer mais impossible à ignorer, alors, vous savez, certaines connexions n'ont pas besoin de logique. Elles ont juste besoin de courage pour accepter qu'il y a plus de choses entre le ciel et la terre que la science ne peut l'expliquer. Juliette retourna dans la salle. L'événement touchait à sa fin. Antoine était sur scène, y prononçant un discours.
Un sourire parfait, une voix ferme. Mais quand il regarda l'assemblée, ses yeux la cherchèrent et la trouvèrent. Au fond, en uniforme bleu marine, tenant un plateau vide. Et pendant une fraction de seconde, le monde ralentit. La salle remplie de 500 personnes disparues. Et il n'y avait plus qu'eux, se regardant, se reconnaissant, se souvenant. Et quand Antoine prononça la dernière phrase de son discours, il ne parlait pas à l'assemblée. Il lui parlait à elle. Certaines choses valent la peine d'être défendues. Certaines choses valent la peine de mourir. Et certaines choses valent la peine de vivre 700 ans pour avoir une seconde chance. Les applaudissements éclatèrent, mais Juliette les entendait à peine, parce qu'elle avait vu la vérité dans ses yeux. Une promesse. Cette fois, il n'y aurait pas de séparation. Cette fois, ils affronteraient le monde ensemble. Cette fois, l'amour triompherait. Il le fallait, parce qu'ils avaient attendu 700 ans. Et les âmes qui attendent aussi longtemps n'abandonnent pas facilement. Cette nuit-là, après le départ du dernier client, après que la salle fut vide et silencieuse, Antoine descendit au sous-sol. Il frappa à la porte numéro 23. Juliette ouvrit, toujours en uniforme. Léa dormait dans le lit derrière elle. « On ne peut pas parler ici », murmura-t-elle. « Ça va la réveiller. Alors viens, dans mon penthouse. Maintenant, Antoine, je ne peux pas simplement. »« S'il te plaît, » implora-t-il, sa voix se brisant. « J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir que je ne deviens pas fou tout seul. » Juliette regarda derrière elle. Léa dormant paisiblement. Elle regarda devant elle. Antoine désespéré. Elle était partagée. Mais alors, Béatrice apparut dans le couloir, comme si elle attendait. « Je reste avec elle. Vas-y. Certaines conversations ne peuvent pas attendre. » Juliette accepta. Elle suivit Antoine jusqu'à l'ascenseur privé. Ils montèrent en silence. 72 étages. Jusqu'aux Pentouses. Les portes s'ouvrirent sur un autre monde. 400 mètres carrés, de verre et d'acier. Une vue à 360 degrés. Nice scintillant de lumière comme des étoiles terrestres. Juliette entra, se sentant déplacée, pauvre, petite, comme une femme de chambre entrant dans un palais. Comme Dame Juliette entrant dans une caserne de garde pour la première fois, des siècles auparavant. Antoine servit du whisky pour eux deux. Juliette ne buvait pas, mais cette nuit-là, elle accepta. Elle avait besoin de quelque chose pour ancrer la réalité qui s'était transformée en sable mouvant. Ils restèrent sur le balcon, regardant la ville, sans parler, parce que les mots ne suffisaient pas. Jusqu'à ce qu'Antoine brise le silence. « J'ai tout lu sur toi, un détective privé, un dossier complet, ta vie depuis ta naissance. » Juliette se figea. « C'est intrusif, mal, je sais. Mais j'avais besoin de savoir s'il y avait une connexion rationnelle, une façon dont nous aurions pu nous connaître avant. Mais il n'y en a pas. Tu es né à Lyon, moi en Italie. Nous n'avons jamais été dans le même pays avant il y a 3 semaines. Nous ne nous sommes jamais croisés. Jamais. Et pourtant, nous nous connaissons, termina Juliette, à un niveau qui transcende la logique. Exactement. Silence de nouveau. Alors Juliette parla. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment vit-on avec cette connaissance ? Comment est-ce que je me lève demain et que je vais nettoyer des chambres en sachant que j'ai été noble ? Comment est-ce que tu gères un empire en sachant que tu as été un roturier ? Comment est-ce qu'on avance ?» Antoine se tourna vers elle. « On n'avance pas. Pas en avant, on avance ensemble. » Juliette secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Il y a un protocole, des règles. Un patron ne peut pas avoir une relation avec une employée. Je vais être licencié. Ou pire,
Ils vont dire que j'ai utilisé la séduction pour te manipuler. Ils vont détruire ma réputation. Et toi, tu vas perdre en crédibilité. Les investisseurs vont remettre en question ton jugement. Les médias vont s'en donner à cœur joie. Laisse-les parler. Facile à dire pour toi. Tu as 1 milliard de dollars en réserve. Moi, j'ai une fille de 5 ans et 230 € sur mon compte. Alors change. Quitte ton travail. Je subviens à tes besoins. Juliette recula comme si elle avait reçu une gifle. Tu crois que c'est pour l'argent, que je suis ici parce que je veux ton argent? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu as dit. Elle tremblait. De colère ou de douleur ou des deux. Je travaille. J'ai toujours travaillé. 3 emplois simultanés pour sauver ma fille. J'ai tout perdu, mais je n'ai jamais mendié. Et je ne vais pas commencer maintenant. Ni pour toi, ni pour mon âme sœur de 700 ans. Juliette. Non. Elle pleurait maintenant. Tu ne comprends pas. Tu es né avec des privilèges. Tu as bâti un empire, oui, mais tu avais une base, une éducation, des connexions, des opportunités. Moi, je n'avais rien. Et pourtant, j'ai survécu. Et je ne vais pas échanger mon indépendance, ni pour toi. Antoine resta silencieux, réfléchissant. Et puis, il comprit. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'orgueil, de dignité. Les seules choses que Juliette avait et que personne ne pouvait lui enlever. Tu as raison. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais j'ai besoin que tu comprennes. Je me fiche du protocole ou des règles ou de ce que les autres pensent. J'ai passé 700 ans sans toi. Et maintenant que je t'ai retrouvé, je ne laisserai rien nous séparer. Rien, ni la société, ni la classe, ni l'orgueil. Rien. Alors, tu proposes quoi? Je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, je n'ai aucun plan. Mais je sais une chose, Juliette. Tu es plus importante que n'importe quel empire, n'importe quelle réputation, n'importe quoi. Et je vais te le prouver. Je ne sais pas encore comment, mais je le ferai. Juliette le regarda et vit la vérité. Elle vit le même Antoine qui avait affronté 20 hommes seuls, qui avait choisi la mort plutôt que de la laisser sans protection, qui avait aimé quand l'amour était interdit. Il était toujours là, sous ce costume à 3000 €, sous ce milliard d'euros, sous 20 ans de construction d'un empire. Il était toujours là, le guerrier, le protecteur, l'homme qui aimait sans réserve. Et Juliette s'effondra. Elle tomba à genoux, là, sur le balcon, et pleura. 700 ans de douleur qui sortirent d'un seul coup. Un deuil qu'elle avait porté sans savoir pourquoi. Une solitude qu'elle avait ressentie même entourée de gens. Un vide qu'aucune relation n'avait comblé, parce qu'aucun d'eux n'était lui. Antoine s'agenouilla à côté d'elle, la serra dans ses bras pendant qu'elle pleurait, et pleura aussi. Pour la première fois depuis qu'il avait 12 ans, et jurait de ne plus jamais montrer de faiblesse. Il pleura, parce que certaines émotions sont trop grandes pour être contenues, et certaines retrouvailles sont trop puissantes pour être traitées sans se briser d'abord. Ils restèrent ainsi, agenouillés sur le balcon, Nice brillante en contrebas, un ciel étoilé au-dessus, et entre eux, 700 ans d'attente qui se terminaient enfin, quand les larmes séchèrent et les respirations se calmèrent. Ils restèrent assis, dos contre le mur de verre, les épaules se touchant. Et c'est alors que Juliette remarqua, elle regarda le ciel, la position des étoiles, une constellation spécifique. Orion, murmura-t-elle, la constellation du chasseur. Antoine leva les yeux. Oui. Pourquoi? Je sais où nous sommes, dans le ciel. Je ne devrais pas savoir. Je n'ai jamais étudié l'astronomie. Mais je le sais.
Et je sais qu'en 1325, la nuit où tu es mort, Orion était exactement dans cette position dans le ciel. Je l'ai vu par la fenêtre du passage secret pendant que tu te battais. Et j'ai promis que chaque fois que je verrai Orion, je me souviendrai de toi et je penserai à toi, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Et nous y sommes, sous les mêmes étoiles. 700 ans plus tard, Juliette posa sa tête sur son épaule, et Antoine embrassa le sommet de sa tête, doucement, religieusement, comme une promesse renouvelée, comme un serment refait, cette fois pour toujours. Le lendemain matin, Antoine prit une décision, convoqua une réunion d'urgence, appela les ressources humaines, essaya de créer une promotion pour Juliette, une façon pour elle de travailler sans être subordonnée, sans protocole brisé. Mais Juliette refusa. Elle n'acceptait pas la charité, même pas de son âme sœur de 700 ans. Elle alla directement à la réunion du conseil d'administration, entra sans frapper, une salle pleine d'hommes en costume, la regardant avec dédain. « Je ne vais pas accepter une fausse promotion, dit-elle, d'une voix ferme. Vous devez choisir, maintenant, devant tout le monde, me voulez-vous, vraiment, femme de chambre, mère célibataire, immigrée, me voulez-vous ainsi, ou voulez-vous une version éditée que...